Hello, bonjour, bonsoir. On espère que vous allez bien. Une fois de plus, ponctuel ou presque ou plus, avec un Dry régulier, on ne le présente plus, et Shoji. Shoji, bonsoir, comment Salut. vas-tu? Et qu'est-ce qu'on fait ce soir? Quelle bêtise on a préparé, on a concocté. Ah là là, quelle bêtise. Comment ça va? Ça va. Ça va bien. Content d'être là. Quelle bêtise on a concocté. Ouais, je pense que c'était bien le bon mot, bien trouvé. Une fois par an, on se retrouve pour faire un petit truc à Bordeaux, trop fort rien. Qui commence à avoir un petit peu d'histoire. Et du coup, il y a quelques semaines, tu avais dit que tu voulais faire de l'audit de code en live. Je m'étais plaint de pas pouvoir en faire parce que vrai. Auditer du code en live, pas de disclose si on trouve quelque chose, et un risque pour les gens qui ont rien demandé. Donc, j'étais très méfiant. Il y a eu un petit message sur Twitter de « Attends, j'ai une idée ». Ouais, attends, j'ai une idée. J'ai un truc qui est utilisé qu'une fois par an et qui a un petit peu d'histoire. C'est One Password, Ouais, ton projet. Non, c'est le truc d'Agix, ça. Ça, c'est pas moi. Ah, c'est Secret. Non, là, c'est vraiment eu un troll Ouais. typique One Password. Mais ouais, donc du coup, on s'est dit, pourquoi pas le scoreboard de la stack, ça peut être une bonne idée quand même de discuter de ça et puis de regarder, en sachant que le scoreboard, il a changé 3 fois depuis que ça a commencé. Et puis là, on va regarder un peu les anciens, hein, les vieilles techno. C'est ça, vous l'avez compris. On est donc avec tes staff stack, tes cofondateurs. Moi, aujourd'hui, je suis président de l'asso. Donc voilà, je suis président de l'asso. Fondateur, c'est Agix, qui est pas là, mais qui passera peut-être une tête un jour si on continue à parler. J'ai passé 10 heures avec son code. Il est là. Il est là. Et après, attends, on est à la combien? On doit être à la 13e. Et cette année, c'est ma 10e en tant qu'orga de la stack. Donc, ok. Voilà. Donc ça commence à être rodé, même si, comme d'hab, on sait qu'il y a un prévu sur l'imprévu à chaque fois et qu'il faut tanker. En parlant d'imprévu, on a eu, vous vous en doutez, un petit appel hier soir pour faire une pré-préparation, commencer à discuter un peu du contenu. Moi, j'avais regardé un peu, mais vraiment surveiller le code source en me disant, bon, il y a un peu au fichier JS, ça va le faire. Je savais que c'était vieux, que c'était pas maintenu, que comme il a dit, il y a eu 3 reworks, et donc le premier date de il y a 10-11 ans. Et n'a pas été touché depuis ce jour-là. Et je me suis dit, non, mais bon, on va trouver un vieux Docker, on va faire quelque chose. Il n'y a pas de Docker, il y a toujours moyen de se tricoter, de faire des choses. Mais je me suis mis hier soir vers 18h-ish, jusqu'à 5h du mat aujourd'hui, et j'ai repris à 8h, et j'ai repris entre midi et 2. Et nous avons le dashboard initial, ou peut-être V2 suivant les versions, j'ai entendu parler d'Haskell à un moment, de ce dashboard de la stack, donc pas dashboard, scoreboard, excusez-moi, fonctionnel, avec des rustines, les potes. Ça devrait être sympathique à voir. Et donc l'idée, c'est qu'on va prendre un peu de temps pour regarder un peu l'évolution des 3 dashboards en termes de techno, 3 scoreboards, je vais la faire en boucle celle-là, des 3 projets en termes de techno, et regarder un petit peu ce qu'on peut en dire en termes de sécurité, en termes de maintenabilité ou de code practice. Et bien sûr, on va peut-être commencer, je pense, par le voir un peu fonctionnel. Changement de scène, super effet, wish wash wouch, que voilà. Et non, j'ai menti, ça c'est la page de la stack histoire de puber un petit peu la stack 2024 avant, vous en doutez. Est-ce que tu veux dire quelques petits mots à ce sujet? J'ai pas de date pour le deuxième batch des billets. Commençons par là. L'essentiel est dit. Et bienvenue à Gix qui vient d'apparaître dans le chat comme par Magix. Pas de date, mais bon, on verra sur Twitter et sur Discord. Il y a plein de choses à dire. Mais sinon, non, c'est un bel événement auquel on met tous notre cœur là-dedans depuis longtemps. À la base, c'est conférence CTF et c'est de plus en plus un rendez-vous entre copains et l'occasion de se voir, de discuter, de passer un bon moment. On a la chance de pouvoir faire ça. Ouais, c'est ça, de pouvoir justement
c'est quand même incroyable de se dire on va faire un jeu d'alcool le plus bête qui soit dans les salons de la mairie. Parce que voilà, la mairie nous fait une confiance aveugle sur le truc. C'est ambitieux. Le cadre du CTF est top. C'est-à-dire que t'es toi là avec ton petit laptop à côté d'un buste de Montesquieu et d'un parquet qui est plus vieux que toi. Et on rappelle, la bière, pas sur le parquet. La bière passe De sur la le mairie, parquet. évidemment. Paraît-il qu'on est sage, d'après les gens de la mairie. Donc, il doit y par avoir rapport pire. à une soirée où les gens dansent, font la fête, se baladent, là, les gens, ils sont sur le PC. Concrètement, c'est quand même vachement plus calme. Il y a un peu de musique. Vous avez des bandes des BO faites sur mesure où il y avait au moins l'intro et ensuite. Pour la musique. Ouais, de mémoire, je m'étais bien régalé en faisant. C'est vrai. Bon, j'étais en staff, plutôt qu'en joueur, mais- C'est ma playlist CTF sur Deezer. La fameuse playlist CTF. Ouais, le truc où effectivement plus t'avances dans la soirée et plus tu vires sur du salut c'est cool et des trucs un peu débiles. Tu feras croquer? Ouais, je pourrais la partager carrément. Nice. Mais oui, c'est ça. Et puis voilà, c'est un rendez-vous vraiment où tout est facile maintenant et rodé parce que les gens sont contents d'être là. On est content que tout le monde vienne. Alors on est toujours déçus de ne pas pouvoir accueillir plus de personnes. On a un peu cette volonté aussi, tu vois, de limiter le nombre de places. Et je dis pas que si on faisait un événement à 500, on le remplirait. J'ai pas du tout la prétention de dire ça. Par Coupable. Mais en fait, ce qu'on veut, nous, c'est surtout garder un truc où on peut se dire, bah tiens, dans la journée, je suis allé voir à peu près tout le monde 30 secondes, où je sais qui était là, qui était pas là. Et donc c'est pour ça que 250 pour l'instant c'est un peu notre taille où on se dit gardons ça parce que ça nous va très bien. C'est marrant, tu sais, on parle des fois de petites boîtes, il y a 30-50 personnes, là c'est bon, on va pas être ambitieux, pas trop grossir, on va s'arrêter à 250-300, Ouais. peut-être de l'an prochain. On est passé c'est bien. on était à 160 quand même avant. En fait c'est pas compliqué, hein, si on prend la taille de la salle de conf. Donc on faisait ça au CAPC à Bordeaux. On l'a fait dans un cinéma aussi et en fait on s'est dit 140, 160 c'est pas mal. Et t'avais toujours des copains qui t'appelaient le lendemain ici, j'ai pas ma place, je peux pas venir, et toi tu te dis bon ok tu t'asseoiras dans l'escalier ou à côté du staff, mais à un moment il y a plus de place dans l'escalier. Dans le cinéma ça devait être stylé quand même. Ouais, le C'était cinéma, que la partie cool. conférence, il y avait pas trop la partie CTF. Non, que les confs dans le cinéma. Je serais très curieux, parce que la conf c'est nice, mais t'imagines tu fais ton petit CTF dans ton petit siège cinéma, comme ça. Avec ton gros scoreboard live sur le Ouais, c'est peut-être marrant. sur C'est l'écran, l'impression, ouais. clairement. Ouais, c'est un gros délire. Ouais, le lieu était cool. Et puis voilà, après, tu vois, on veut bosser avec que des choses qui sont du coin. Donc, le soir, t'as un food truck, c'est forcément un food truck de Bordeaux. On prend de la bière, on essaie de prendre de la bière un peu de qualité, mais de choses qu'on peut trouver dans le coin. On aime bien le vin. Voilà, c'est le côté épicurien. Il y a des copains de la sécu et un petit peu de plaisir, et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, si on parle sur le côté conférence, on met un point d'honneur à avoir des confs vraiment techniques sur lequel on se fait plaisir. Donc, et pareil, il y a une chose aussi qu'on fait très peu, c'est qu'on a des sponsors qui payent tout. Globalement, quand tu viens chez nous, tu payes 3 € pour être sûr de valider ta place. Parce qu'on a un peu le constat que quand tu payes pas, des fois les gens prennent des places et ne viennent pas. C'est un effet assez classique. Et quand tu mets ta carte bleue une fois, en fait, tu te dis bah ok, je vais y aller. Et donc à 3 €, t'as tous tes repas, ta bière, ton vin. Et c'est vraiment les sponsors qui se bousculent quoi, pour venir dire bah moi je veux y être en fait. Ah bah, effet de biais. Il y a quand même un bon gros biais de tu sais que les gens sont là, s'amusent, passent un bon moment, vont forcément imprimer quelques marques. D'ailleurs, non, je dis toujours pas sponsor Cloudflare, mais wink wink, on sait jamais. Mais oui, non, clairement, c'est pas la pire place à être. Mais après, je sais pas à quel point les marques ou les entreprises se battent pour être sponsors de certaines confs. Genre, j'imagine que certains trucs qui sont vraiment montés à fond dernièrement, tu vois, on peut imaginer qu'il y a un Hexacon avec, c'est parti il y a pas si longtemps que ça, et c'est parti vraiment avec des trucs du futur.
je pense que les places sont chères. Vous, du fait que ce soit, enfin vous, nous, parce que j'y staff aussi, du fait que ça reste quand même entrée 1€. Entrée 1€, il y a le côté, c'est donné et accessible à tout le monde, donc peut-être moins la vue commerciale, donc peut-être pas si simple de trouver des sponsors des fois. Bah, en fait, c'est pareil. Les sponsors qui sont avec nous depuis des années, ils ont compris. Ils ont compris le délire. C'est vraiment... nous, on veut rincer les gens et les participants et leur redonner ce côté un peu à la communauté, tu vois, de ce que nous, on a eu. C'est-à-dire que... Bah alors, mon Dry, toi, t'es encore étudiant. Mais tu vois, quand nous, on était étudiants, on allait dans des confs, on allait faire des CTF. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait tout ça. Et en fait, quand t'es étudiant, c'est facile, t'as pas de thunes. Parce que les 20€ que t'as, ils partent. À ce moment-là. Ouais, j'avoue. non, franchement, je veux pas. Mais tu vois, les thunes que t'as, c'est pour aller boire des bières avec tes potes. Ou alors, c'est pour te payer justement ton déplacement jusqu'au CTF ou à la conf. Et si en fait, déjà, tu te serres un peu la ceinture pour aller là-bas et qu'en plus, tu dois raquer 200 balles pour voir des confs et. Tu sais même pas sur quoi tu vas. Potentiellement pas, parce que du coup, t'auras quand même bu la bière avec tes potes. Ouais, c'est ça. Une fois si c'était au con. Ouais, c'est ça. Et vraiment, enfin, les sponsors, sans eux, on sait qu'on ferait pas grand-chose parce que nous, on communique avec eux, on leur donne un accès au Twitter, on pose comment dire, il y a les logos, on les remercie et tout, mais on met pas de stand, on leur dit pas, tenez, si vous donnez tel billet, vous avez le droit de faire une conf, parce qu'on veut pas, en fait. Nous, on veut que n'importe qui a un sujet hyper technique, en fait, ils viennent le présenter plutôt que oui, moi je viens parce que je suis telle boîte et que je fais tel chiffre d'affaires. Un message à faire passer peut-être ? Non, vraiment. Vraiment. Un message à faire passer, mais pas à une organisation, entreprise, conférence en particulier. Non. Juste le côté. Non, mais pas d'éviter les talks rémunérés ou talks payés. Si. Le message, c'est quand même éviter d'avoir un pay to win pour les CFP, quoi. Ouais. Moi, enfin, en tout cas, ma vision à moi, et j'en ai encore parlé cette semaine sur Discord, moi, je conçois pas un CTF qui est payant. Ça me dérange. Je comprends qu'il y a des choses qui... t'as un besoin d'organisation, tu veux offrir des choses aux gens et tout, t'as besoin d'argent, t'es une asso étudiante, t'as un BDE, t'as un nombre d'entreprises qui sont prêtes à défisque juste pour te filer de la thune, tu veux de la boisson, t'appelles Red Bull, ils te donnent tout ce qu'il faut, sinon tu prends de l'eau, voilà, en fait on sait faire des trucs pour vraiment pas cher, et puis tu retrouves ce côté partage, c'est tes futurs collègues de travail, c'est tes futurs meilleurs potes, en fait c'est... que des trucs comme ça, finalement, que tu trouves dans ce genre du reste de ta vie, voilà. Ouais, c'est l'environnement dans lequel tu vas kiffer faire la suite. En tout cas, les gens avec qui tu vas kiffer faire la suite. Ouais, c'est ça. Petite question indiscrète, parce que là, moi, quand même, j'ai replongé dans du code il y a longtemps, et là, tu dis, oui, Yann, t'es encore étudiant, voilà. Tu as quel âge? Où tu fais de la sécu, ou tu es dans le milieu pro depuis combien de temps, à peu près? Suivant ce que tu préfères répondre. Attends, on est en quelle année là? 2024. 2024. Moi, je suis arrivé chez Innov en 2012, je crois. Je suis arrivé chez Innov en 2012. Je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'informatique parce que c'est notre génération, tu vois. Tu grandis et t'as un laptop ou un ordi, n'importe quoi, pas loin. L'informatique, c'est cool, ça te plaît. Tu bidouilles des trucs, mais à cette époque-là, je savais pas que le pentest, c'était un métier. T'entends juste que tu pourras aller travailler dans la police ou tu sais pas quoi. Enfin, c'est un peu mystique, en fait. Il y a encore 10 ans de ça. Et en fait, je tombe sur Agix qui gérait le labo sécu à l'époque et qui dit, bah voilà... si vous voulez venir avec nous et faire des trucs cool, faut que vous tapiez 100 points sur WeCharles. Et je dis ah ouais, ok, vas-y, je vais regarder. Et au bout d'une semaine, j'avais... Le chantage du type, quoi. Ouais, mais c'est pas con. C'est pas si con, parce que du coup, ça te permet au moins de savoir si t'es motivé et puis de te lancer, plutôt que de dire vas-y, ça m'intéresse, je vais être un hacker. Et en fait... show me and then join. Ouais, pas voilà, join, et ensuite on voit juste... C'est ça, montre-moi que t'es motivé et puis je t'accueillerai avec plaisir, quoi. Tu as des petits messages, mais effectivement c'est ça, quoi. Et puis ensuite tu te prends au jeu, tu vois. Donc au bout d'une semaine t'as 3 points et tu te dis ok, ça va pas le faire, et puis au bout de 15 jours tu te dis ouais, en fait c'est faisable et putain, j'aime ça.
J'aime me dire ce soir je vais prendre un crack me et j'y connais rien et puis je vais regarder IDEA, je vais perdre 3 points de vue et puis on recommence le lendemain, tu vois. I can relate. Ouais, vraiment le côté, tu finis à 3h du mat, du genre putain, mais le cigrope là, mais les yeux injectés de sang, et tu te réveilles, le lendemain, tu reprends un peu au frais, et tu te rends compte que t'étais mais genre à ça du truc depuis 4 heures et que tu t'es acharné comme un débile. Ce que j'ai fait cette nuit, qui plus est. Ouais, c'est clair. Du coup, ça commence comme ça, et puis bah après, finalement, les cours, c'est sympa, tu prends ce que tu veux et tu continues de faire des challenges pendant. Parce que, bon, j'ai rien contre mes profs, hein, mais quand t'as un mec qui t'explique comment installer un Windows Server et que toi, t'as juste une envie, c'est d'apprendre à faire du web, du pwn et des trucs comme ça, bah, à un moment, tu lâches l'affaire, quoi. Ouais. Donc c'est bien de te nourrir de ce que tu peux quand même à l'école, c'est important, ça t'en servira peut-être plus tard, tu vois. Et juste prendre le max de compétences que tu peux. Et après, j'ai fait une petite alternance, une petite boîte d'e-commerce en France. Ça me termine, on est parti de quel âge tu as et on est parti en storytelling. Moi, ça me régale les petites histoires comme ça. Mais je sens que comme ça, je vais pouvoir te dire qu'en fait, ça fait... Allez. En fait, là, je suis advanced le temps de chargement pour le... C'était ton accès pour la mémoire, en fait. Ouais, c'est ça. Pas mal. Je suis advanced depuis 6 ans, et puis après, j'ai fait 3 ans d'alternance. Donc ouais, ça va faire 9-10 ans. Ouais, c'est cool. C'est cool parce que je reprends ce que je disais tout à l'heure. Là, t'es étudiant et t'as de la thune. Et en fait, tu te rends compte que ça, même si tu fais des trucs appliqués... Ouais, de ouf. De ouf. Une grosse diff aussi. Hein. C'est... Ouais, enfin vraiment, c'est la meilleure école, je trouve. T'es en vacances tout le temps parce que quand t'es à l'école, t'es en vacances du taf. Quand t'es au taf, t'es en vacances de l'école parce que ça y est, tu commences à vraiment t'amuser, à faire des trucs concrets. Yann qui vit sa meilleure vie. Ah mais moi je suis complètement d'accord. Hein. L'alternance, c'est un truc de malade. Tu fais des trucs qui ont du sens parce que entre nous, les projets qu'on fait à l'école, comme tu dis, hein, installer un Windows Server, heureusement c'est pas ce que je fais, mais ça manque un peu de portée. À côté de ça, tu peux aller au labo pour faire du RootMe avec AgroRec. Et puis tu croises aussi des potes avec lesquels tu vas faire des CTF, tu vas faire des trucs sympas. Donc ouais, ça, comme tu dis, t'es tout le temps en vacances d'un truc, quoi. Et en plus t'es payé. Et en plus t'es payé, et c'est ça, tu vois, t'es étudiant et t'as 1000 balles en moyenne parce que c'est à peu près à minima, tu vois, c'est le minimum légal. Ça dépend de l'âge, mais ouais. T'imagines quand t'es étudiant et que t'as 1000 euros, t'as l'impression que tu peux aller au bout du monde. Quand t'as 28 ans et que t'as 1000 euros, tu te dis oh putain, je vais manger des pâtes tout le monde, tu vois. T'es étudiant et t'as 1000 euros. C'est ok, t'es étudiant et t'as 1000 euros chaque mois. Ouais. Ouais. T'es bien. Hein. Interesting. Ah ouais. Tu découvres d'autres choses. Hein. Je vous propose qu'on lance les hostilités un petit peu, parce que sinon on va pouvoir parler de toute façon pendant longtemps et en mode podcast, mais là l'idée c'est qu'on a quand même promis un petit peu de mettre les mains dans le cambouis. Si ça vous va, je repasse sur la bonne scène, que voilà. Et donc, on va essayer de faire déjà une overview très légère des 3 projets en découvrant un petit peu ensemble ce qu'il y a, pourquoi, comment. Ensuite, on va faire une première passe. Non, on va pas faire ça. On va faire la première overview des 3 projets. Ensuite, je vais vous montrer juste le résultat final du lab. Et ensuite, on va parler de la réalisation, du pourquoi, du comment. Parce que vraiment, comme indiqué, je voulais de base le faire le faire live pour montrer comment on fait ce genre de truc. 10 heures de moi en train de rager, c'est pas bien. C'est pas bien. Le talent n'est pas prêt pour ça. Du coup, premier dashboard. N'hésitez pas à me dire si c'est assez gros, pas assez gros. Je vous ai pas menti, tous les fichiers datent, gros volume, il y a 10-11 ans. Donc vraiment, c'est du vieux tromblon. Ça veut dire qu'on était en 2013. Ça veut aussi dire que les versions de Node, c'était du 14. Les versions de Mongo qui est utilisée, c'était du quelque chose. Et que bien sûr, les miroirs sont morts, les ISO n'existent plus, ou enfin, en vrai tout existe, mais sont plus ou moins chiants à retrouver. Et bien sûr, la petite documentation qui est existante et qui m'a aidé, clairement, je dois l'avouer, parce que pour le coup, moi j'avais déjà fait vite fait du Node, mais voilà, du Mongo, c'est une première, mais pourquoi pas. Et donc, on voit un repo perso, faire dès le début, gestion de clés self-sign, mais OK tiers, parce que de toute façon, c'est un CTF un jour unique. Donc, good.
On voit qu'il dit MongoDB, cool, on va créer une DB qui s'appelle Stack, on va ajouter des utilisateurs pour l'OTANT. Et le petit, maintenant mettez hôte et set parameter. Si vous saviez le nombre d'heures perdues. On y reviendra sur le pourquoi, sur le comment et ce que ça implique. Un plaisir. Suite à ça, il y a l'OTANT, du coup, pour le substantier à la DB directement. Et ensuite, il y a un système au sein de l'objet DB avec soit des tasks, soit des équipes, donc des challenges et des équipes, pour retourner flaguer. Donc, il n'y a pas de compte joueur. Il n'y a vraiment qu'un compte équipe. Tout le monde se connecte à le même. Et run node index.js. Fin de la doc. Fin de la doc, ce qui implique que il n'y a pas de Docker, il y a un package JSON mais pas de lock, et donc les versions sont pinées, approximatives, mais voilà. Mais une fois de plus, on est là pour parler du projet, parler de sécu, s'amuser. Il y a 10-11 ans, je faisais pas d'infos. Genre juste mérite à ceux qui étaient là et qui montrent des projets et qui en plus permettent d'avoir du fun avec des années après. Donc GG Agix et les autres qui ont pu être impliqués dans le dev. Donc là, on est là pour rigoler, et de toute façon, on sait que le code que quelqu'un a fait il y a 10 ans, il y a prescription. Il y a 1000 fois prescription. Donc, ça c'est le premier. On a dit qu'il y avait du Node, on a dit qu'il y avait du Mongo, et that's pretty much it. Hein. On peut regarder vite fait le config JSON. Non, pas le config JSON. On peut regarder vite fait le package JSON. My bad. Qui nous dit que oui, no test specified. Ça annonçait la couleur, mais en même temps, c'est un projet qui sert une fois par an, donc why bother. Git repository, il est auto-porté, donc pourquoi pas. Keywords, pourquoi pas. Et quelques libs avec le petit tilde que nous voyons, qui d'office veut dire on va piner cette version, mais autoriser les patchs mineurs. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends, que je l'ai lu et que j'aurais peut-être dû fact-checker. Suite à ça, on a en usage... Attendez, la musique est un peu fort... Sorry, donc Mani. N'hésitez pas à dire aussi dans le chat en permanence si c'est ok, trop fort, pas assez fort. C'est comme ça que je peux un petit peu miauler. C'est vrai, petite remarque d'Agix dans le chat, à l'époque, Docker, ça n'existait pas. Hein. C'était vraiment... c'est arrivé... Moi, c'est arrivé quand j'ai commencé dans l'orga. Bah, ouais, littéralement. Littéralement. C'est ça. Donc, et puis c'était un peu une techno en mode tu faisais un pari quoi. Tu disais peut-être que ça va marcher. Alors t'avais déjà LXC, t'avais déjà des espèces de pseudo-jail, t'avais déjà... Ouais mais t'avais pas ce petit one-line Docker run machin qui disait tout est facile. Alors que LXC, ok c'est tout aussi simple hein, mais il n'y avait pas le wrapper par-dessus quoi. Est-ce que connaissais-tu cheat? Enfin cheat. Curl, cheat.sh ou tldr. Quelque chose, et du coup tu cheats LXC ou LXD. Et bam, ça te sort vraiment juste la partie utile pour toi. Ouais, mais c'est pareil, vraiment c'est à quel âge? C'est à quel âge, cheat? Oui, bon, bah voilà, il fallait recoder les LLM et faire man LXD, pipe LLM. Et, voilà, non, à l'époque, tu faisais une VM par challenge parce qu'on était on était encore à l'école à cette époque-là, donc on pouvait profiter de l'hyper-V de l'école. Pas de l'hyper-V du truc VMware là. Quand il y en avait un. Ouais, écoute, à une époque, il y en avait. En parlant de ça, la suite, à l'époque, il y en avait des bugs. Nous n'allons pas en chercher dans les librairies. On est là, même si c'est des librairies qui sont vieilles, il y a peut-être encore des trucs maxi legacy de l'enfer. On n'est pas là pour taper des choses qui ne nous appartiennent pas ou faire des trucs en stream. Donc, on va se focus sur le code custom. Bien sûr, vu que les libres ont 10-11 ans, vous vous doutez que le npm install, il va hurler à la mort avec des critiques dans tous les sens. Mais il est passé, which is nice. On a du Express en tant que serveur web. On a du Socket.io en tant que WebSocket pour la communication front-back. On a... D'ailleurs, WebSocket en 2013, avant-gardiste de fou, non? MongoDB, Node.js aussi en 2013. Hein. C'est un peu dans les technos de hipster. C'était déjà Node 14. Ouais, mais 14... Ouais. Non, c'est pareil encore à cette époque-là. Tu fais beaucoup de PHP, t'as pas mal de sites en ASP. Ruby un petit peu, du Rails, et Node ça arrive avec le moteur V8 là, de Google en mode salut, on va faire des trucs asynchrones un peu bizarres. Bonjour, vous voulez faire des imbrications, des indentations avec nous? Ouais. Oui.
Donc on a de la WebSocket, on a du Mongo qui en effet, moi j'étais pas familier, mais plutôt sympa, efficace. Vraiment, c'est je crée les trucs à la volée, je les fetch, basta, et c'est assez agréable à utiliser finalement. EJS de mémoire, c'est du templating. Cookie, vous savez ce que c'est. Connect, je présume que c'est pour faire du wrapping soit de socket plus TLS. Et Lodash, c'était quoi? C'était du rendering? Plutôt côté front. C'est des utilities. Ouais. Ok. Ah, ok. Là, c'est underscore, quoi, en gros. Ok, c'est l'équivalent de ton jQuery, mais côté back, quoi. En gros résumé. Oui, c'est vu de très loin. Ok, donc voilà pour la partie. Déjà, on commence à cerner un peu ce que c'est. Et bon, j'avoue que je suis toujours pas décidé. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'on fasse un vrai deep dive sur le premier, ou on fait un petit overview des trois comme ça, et ensuite vraiment on s'attaque au premier? On commence par le premier, non? Ouais, commence par le premier, parce que là, on va dire 3 fois la même chose. Ok. Bon, alors en ce cas, vraiment vu de très loin, on a le deuxième qui est un rework qui date d'il y a 7-10 ans, mais donc qui part bien du premier et qui est juste là pour build on top, corriger des bugs et rendre ça un peu plus sympa. Donc on garde la même procédure, un peu mieux documentée tout de même. Grunt, je suis pas familier, il faudra que je prépare ça pour la suite. L'env nécessaire, why not? Enfin, tant mieux même. Et mais en vrai good enough. Et le troisième qui nous dit quoi? Qui nous dit que c'est le rework récent et plus actuel. Donc bien sûr, on fera bien attention de l'auditer, soit vraiment avant la stack, soit ultérieurement, pour pas qu'il y ait de conflit. Et ouais, du coup, il y a eu 3 années avec les données qui sont conservées, il me semble. Ouais. Les données méta en tout cas. Et l'introduction de Lockerfile. Et donc pareil, une doc qui est un peu plus complète, un peu plus straightforward, je pense. Mais toujours est-il les mêmes technos, JS, Mongo. Donc on aura sûrement des bugs similaires d'une interface à l'autre. Maintenant qu'on a fait cette petite overview, on va montrer à quoi ça ressemble. Parce que, alors je sais pas comment je peux montrer ça facilement. Git log à base de, depuis la master, git diff ça. Je pensais que ce serait rapide et au final, j'ai fait un peu des modifications pour que ça marche. J'étais pas prêt à commit autant, mais ça marche. Donc finalement, on pourra revenir et faire l'année 2020, je sais pas combien, 2025 avec ça. Bon, j'avoue, il y a aussi un peu de format, mais vraiment, il y a eu beaucoup de modifs. Donc on va quand même montrer quelle tête il a, comment il fonctionne, et expliquer comment on l'a fait fonctionner. Et ensuite, partir vraiment dans la partie audit de code source. Messieurs, je lis pas assez le chat, parce que là, ça va être vraiment genre un peu lecture-explication de code. Donc si vous voulez me suppléer et faire réponse-question, voire me faire un heads-up quand il y a besoin, c'est avec plaisir. Yes. Nice. Très très bien. Du coup, à quoi est-ce qu'il ressemble? À quoi est-ce qu'il ressemble? Index, scoreboard, admin, Mongo. On a un index, et je vais même en profiter pour prendre un deuxième browser de type ça, et comme ça. Déjà, okay, tu peux voir le... Pardon, je te coupe, mais l'ancien logo avec l'apostrophe qu'on a viré parce que les gens disaient la Saint-Hack. J'aurais dû attendre que tu aies fini de boire. Je suis désolé. Mais effectivement, la Saint-Hack, on s'est dit, mais non, c'est pas ça. Donc, ouais. Non, ça aurait pu être une raison du genre l'apostrophe fait que, point de vue association, les sites pour s'inscrire plantent ou des conneries comme ça. Non, d'accord. Des SQLI. ça détecte les SQLI pour toi. Du coup, petite démo quand même en bonne et due forme. Actuellement, les secrets sont default. On en parlera un peu, on va pas trop prendre ça en compte pour commencer. Globalement, quand il y a team 1, team 2, ça va être secret 1, secret 2. Et pour les flags, quand c'est épreuve 1, épreuve 2, ce sera secret 1, secret 2 aussi. J'ai fait un peu simple. Mais, à vouloir faire trop simple, ça m'a créé des problèmes. Mais vous allez voir pourquoi il y a un espèce de petit bug qui... Enfin, il y a plein de choses à dire. Donc on a dit secret 1, login, secret, login. On a donc ce type de dashboard ou d'interface, ma foi, fort respectable pour il y a du 10-11 ans, avec un petit truc ultra stylé hackerish. Alors, je sais pas si sans casser le CSS, tu peux grossir un peu. Pas forcément beaucoup. Ça va être très complexe en vrai. Parce que ouais, en vrai il va être un peu... C'est pas grave, on va faire autrement. Est-ce que ça marcherait? Ouais.
Ouais. Est-ce Ouais, que- c'est mieux. Comme ça et comme ça le fait? Ok. Top. Donc du coup, on a dit que en haut, on avait une équipe legit et en bas, on va aller avoir une équipe admin qu'on a connectée, sauf que forcément, j'ai pas les liens. J'ai les liens. Admin que je veux. Et donc, quelques petites choses à noter directement. On a le moyen pour une équipe de dire tiens, voilà un challenge, de mettre des bêtises et d'avoir un wrong flag. Est-ce que de votre mémoire, il y avait une pénalisation sur les challenges comme ça non fonctionnels? Non. Enfin, non fonctionnels. Ok, parce qu'il y a un moment, je me suis retrouvé avec des points négatifs et donc je me suis demandé si c'est moi qui avais fait nimp ou si vous aviez mis des petites carabistouilles. Non, je crois pas. C'est quelque chose qu'on regardait d'un peu dans la base où on voyait un petit peu le nombre de tentatives, quoi, mais Ok. rien d'automatique. Ok. Donc là, par exemple, si on met secret 8, ce coup-ci, pif paf pouf, 100 points à validation. Et ça prend un certain temps pour faire la communication inter-process, ce synchro. Mais il y a une feature de ce côté-là. Pourquoi est-ce que ça m'a grisé les... Ok, il a déjà été flag une fois. Mhm. Il y a plein de petits indicateurs, en vrai, ça avait été plutôt bien fait. Donc on a ça. On a quand même un moyen, via la partie admin, bien évidemment, de dire fin du CTF, de dire on relance le CTF si besoin, et de dire on refresh l'aiguille remote. La puissance du truc, on refresh toute l'aiguille remote. Plutôt sympa, et bien sûr on a la possibilité d'envoyer un message important aux autres joueurs. D'ailleurs c'est marrant, parce que tu vois je pensais que quand on faisait submit ça envoyait, mais vraiment ça envoie en live. Je sais plus si t'as pas le... Ah non, ça submit en live. Ouais. Submit en live, hein, t'imagines, tu commences à taper un truc et... Alors, c'est arrivé. Oh. C'est arrivé quelques fois qu'on se dise merde, j'ai écrit n'importe quoi et qu'on savait pas le supprimer à l'époque. Ah t'es... Alors, Non, ça arrive, ça peut faire un peu de confusion, mais ils ok. Donc on l'a réactivé et on verra un petit peu plus ce qui se passe en dynamique. Et donc scoreboard, possibilité de voir les différentes équipes. Il n'y a pas d'upload à ma connaissance d'images de profil. En revanche, les équipes étant créées un peu à la main. Ça devait être un registre manuel vraiment bonne franquette. Et pareil pour les images. Je pense que c'était voilà mon image d'équipe et ensuite il la mettait, voire vous en mettiez pas. De toute façon, c'était vraiment le tout premier, quoi. Ouais. Voilà ce qu'on a, donc ça c'était la partie feature d'admin, et scoreboard on a vu, et contrôle d'interface et submit de flag on a vu. Vous connaissez ce avec quoi on va jouer ce soir. On dirait pas qu'il y a tant de choses, mais croyez-moi il y a quand même un paquet de trucs à dire. J'en ai profité quand même vu qu'on a un Mongo et autre chose, donc la scoreboard et la partie admin, qui n'est pas sur le bon browser. Et une petite interface de monitoring Mongo qui dépasse, histoire de pouvoir voir un peu que c'est up, que ça fonctionne bien, pouvoir demander de lister les DB, etc. Maintenant, on va parler de la réalisation pour le faire fonctionner. Alors, on va repartir en mode triple tête. À supposer que vous ayez quelque chose comme ça à faire fonctionner. Quels seraient vos premiers go-to? N'hésitez pas à répondre aussi côté chat, mais déjà vous messieurs, Yann sur le feu. Yann, mon framework ne marche pas, peux-tu m'aider à le réparer et le tester point de vue de sécurité? Alors déjà moi je vais chercher la Lucas. Ah. Non, moi alors une idée qui me serait venue pour le lancer, ça aurait été de trouver une image de l'époque avec éventuellement des vieux binaires, mais après faut le trouver quoi. Tu sais, une vieille image VirtualBox où tu lances les trucs, il y a du Python 2.7, il y a du Node 14 par défaut, et puis je prie quoi. Ok, donc essayer de trouver soit une vieille VM, soit des vieilles images et d'essayer d'utiliser les dépôts actuels et feu. Ouais. Ok. Rémi? Ouais, c'est pas bête. Hein. Après, moi je prends le projet, j'essaie de suivre la doc, tu vois, tu fais npm install, tu comptes le nombre de lignes qui sont rouges, le nombre de fois où il te dit ah bah tiens ce paquet il n'existe plus. Et tu fais ça en RAW sur ta machine, tu fais ça... Ah non, dans un conteneur. Dans un conteneur. Un conteneur sinon rien. Ouais, VM si ça marche pas dans un conteneur, mais jamais dans ma machine. Tous les trucs qui peuvent casser le système et tout. Et puis pourquoi est-ce que ça casserait le système? Parce que écoutez, laissez-moi tranquille. Non, mais bien sûr, normalement ça casse rien. Voilà.
Ouais. Maintenant, Ouais, non, tout est dit, je pense. Tout est dit, tout est dit. Mm. Alors, on repasse en vue screen. Donc, clairement, moi, la première solution, je me suis dit, vas-y, il y a quand même moyen de faire ça facile pour pouvoir modifier le code vraiment. Il y a toutes les extensions du monde pour avoir VS Code qui édite l'intérieur d'un conteneur, il y a moyen de faire des mappings et tout, mais j'ai commencé en me disant, keep it simple. Via mise ou RTX ou SDF ou plein de choses, et il y a moyen de faire un mise plugin add node et mise install node add 14. Et donc là, sur mon Ubuntu 22.04 à jour, j'ai un node 14 fonctionnel. Et ça a pris 4 secondes. Allez, 10 secondes. Donc vraiment, gros GG à ceux qui maintiennent les plugins et l'espèce de build list comme ça. C'est vraiment un gain de temps énorme. Mais Mongo plus compliqué. Mongo plugin non fonctionnel, un peu cassé. Ah oui, et petit truc quand même qui, j'espère, te régalera, Rémi. Mise ou RTX ou autre font de l'install en userland. Donc là, mon node, je l'ai pas sudo install. Ouais. Il est dans le home et tout, donc t'évites les problèmes, quoi. Donc on a ça. Donc j'ai au final pas trop utilisé, si ce n'est pour des petits coups de débugage. Ce que j'ai beaucoup utilisé, c'est ce début de Docker Compose pour dire bon bah super, on va avoir besoin de un Mongo pour la DB. Coup de chance, il y a des gens qui maintenaient une image en 2.46 qui était à peu près la version dispo à cette année. On lui mélange bien évidemment pour se connecter, donc ça reste du local, du demi. Je suis seul sur mon réseau, don't pwn me, please. Un script d'init pour Mongo, on reviendra dessus. La DB qui va être réutilisée d'un run sur l'autre. Moi en l'occurrence, je te force un gros reset parce que je rends que l'envie boot et que quelqu'un qui fasse ça sur une machine qui n'est pas la mienne, c'est le même effet. Et le Node.js pour le coup, un Dockerfile qu'on va présenter tout de suite parce qu'il est ultra court, où on se prend une update à partir du Node en 14, et ça c'est vraiment les images officielles, donc Node maintient des images 14. Kudos à eux, et installer les repos, enfin les packages npm, histoire de ne pas perdre un temps de malade à devoir tout rebuild à chaque fois. Docker.io, on en reviendra. Écoutez, j'ai eu des déboires. Tu la sens venir la rustine. Bah ouais, c'est la première question que je me pose. Pourquoi t'installes un Docker dans Docker? Mais vas-y, j'ai hâte. Pour avoir un client et je monte la Socker pour utiliser StudiOS. Donc clairement, c'est tout sauf best practice. Mais c'est un lab, c'est temporaire, et crois-moi, c'est loin d'être la pire chose que tu vas voir ce soir. Donc on a ça, une commande pour dire on attend que la DB soit fonctionnelle, et ensuite on va démarrer. Node, qui lui va pouvoir y accéder. De base, et ça c'est les problèmes qui n'étaient pas présents dans le vrai script d'install. Enfin en tout cas dans la doc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un truc à plat, où ils faisaient de la configuration, on arrête, on sudo, on machin. Et le fait de vouloir avoir tout qui s'auto-provisionne au boot time et qui fonctionne avec un coup de démarrage, un coup d'init, un coup de redémarrage dans le même Docker, mais sans tuer le PID 1, sinon le Docker s'arrête, ce fut un plaisir. Donc on a ça, et a priori on a pour l'instant une DB, un back, et le back sert un peu le front, pas de reverse proxy, good enough. Ok, maintenant qu'on a ça, on a parlé un petit peu de notre partie Mongo qui va devoir faire de l'initialisation. On va peut-être pas parler de ça tout de suite. Ouais, on va plutôt faire une première passe sur index.js. Index.js qui est un gracieux fichier de close to 500 lignes. Et donc, qui fait les choses suivantes. On commence classique par on importe la config. Ok, on reviendra dessus. On importe les différents modules pour faire la crypto, pour faire de l'exec au besoin, pour faire du rendering, pour faire le service, pour faire le WebSocket, pour faire le client Mongo et plein d'autres choses. Et ensuite, déjà les options que j'ai commencé, nous on est dans un lab en local. Ce qu'on veut, c'est faire de l'audit de code. C'est pas perdre du temps à faire des échanges TLS. C'est pas avoir des outils qui potentiellement pètent sur le fait que ce soit self-signed. Donc on essaie de désactiver ça au plus vite. L'appli, ok, elle a un répertoire statique qui le sert, et celle-là, on va commencer en disant on s'en occupe pas. Pourquoi? C'est de la lib, c'est pas du code totalement custom qu'on veut. On va passer. Le fait qu'on ait un engin de rendering HTML qui soit EJS, il y a moyen de faire via de la SSTI des exécutions de commandes. Il me semble pas que ce soit exploitable en l'état. En revanche, EJS est vraiment, si vous voyez ça dans un programme, essayez de mettre des braces partout, ça va bien se passer, quoi. Cookie parser, ok. Le fait de pouvoir avoir du JSON pour faire, c'est JSON ou BSON, il me semble, pour faire un petit peu d'encodage rapide, ou en tout cas pouvoir supporter ce format. Et bien sûr, URL encode au besoin. Ok.
Suite à ça, nous avons une app qui fait un système de store pour les sessions, avec, j'avoue que RIP, j'ai pas trop regardé la doc, et le fait d'avoir les sessions gérées avec un secret et un store. Messieurs, enfin plutôt Rémi, est-ce qu'il vous est jamais arrivé de galère, parce qu'on avait dit qu'au début, la config était load, enfin était require, qui est autre qu'un blob.js, avec plein de choses par défaut. Est-ce que ce soit cette année-là ou une année ultérieure, vous avez déjà eu un boot avec des secrets qui sont par défaut ou qui étaient mal loadés ou qui permettaient de forger des tokens, des choses comme ça? Alors, j'ai pas le souvenir. En tout cas, je crois que moi, ce scoreboard, je l'ai pas utilisé. Ok, t'as eu après. Ouais, au moins le Neo, c'est sûr. Celui-là, je suis pas certain. Plus tard, il nous est arrivé de complètement oublier un mot de passe qui permettait de reset la database et de retarder le CTF à cause de ça. Mais j'ai pas de souvenir de problèmes de ce genre au déploiement. Des problèmes de certificat, il y en a eu un paquet et ça a été souvent une des raisons. Mais au déploiement, ça me dit rien. Agix, si t'as le souvenir, je regarde, mais ça me dit rien du tout. Agix qui répond au cas prime, personne ne savait ce que c'était que Node.js. Ouais. That's a way to be safe. Voilà, aucun. Non, mais c'est bulletproof le code d'Agix. Ça marche en fait. Excellent. Du coup, on a dit que les certificats ça allait pas être utilisé. Le port a été remappé pour répondre à mes besoins, mais globalement j'aurais pas dû le changer parce que le fait de l'avoir changé, il y a d'autres endroits où le port est hardcodé dans le front-end, donc j'ai reperdu un petit 20-30 minutes, le classique, le hostname aussi. Session secret, admin secret. On a dit que c'était utilisé. Admin secret, c'est l'admin, ici, peu importe son nom, est identifié en fonction de le nom de l'équipe doit être égal à admin name, donc admin. Donc j'avais le truc fonctionnel et pareil, j'ai reperdu un petit 20 minutes à me dire putain mais attends, j'ai un truc qui s'appelle admin qui est créé à ID 0 et tout et il peut rien faire. Ok, c'était là, c'est du code custom. Et bien sûr les informations pour se connecter à la DB Mongo, donc mot de passe, login password par défaut, DB stack legit, port par défaut. C'est pas forcément dérangeant si c'est pas exposé. Le mien l'est actuellement. Et login password, bon déjà c'est weak et faible, mais vraiment on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir que de mettre des identifiants comme ça par défaut au démarrage et de laisser booter une appli. Est-ce que vous avez des exemples de vos connaissances potentielles de pentest ou de sécu ou autre, de problèmes liés à ça? Juste un ou deux cas qui ont pu être passés. Bah, t'as des cas où effectivement t'as ton mot de passe qui doit être changé au démarrage si c'est celui par défaut. Donc quand t'attends un boot automatique, bah, fatalement tu comprends pas pourquoi ça démarre pas. Là on parle vraiment côté framework web, des trucs qui... Après hein, ça se guesse trop facilement quoi, comme mot de passe, ça c'est sûr. C'est même pas tant ce que je voulais dire. C'est plutôt le côté... bon oui ça se guesse, on est d'accord, mais le fait que de base par défaut, si quelqu'un clone et fait tomber le projet en état de marche, vu qu'il n'y a pas de garde-fou pour dire si c'est les creds par défaut qui sont utilisés, tu refuses de booter, les personnes vont être contents et dire ah super c'est tombé en marche et gagner. Deux exemples de ça, bon le mien préféré plus récent c'est Conga, qui démarre avec le secret par défaut Our Secret, et s'il trouve pas de secret dans ton environnement, il va default dans un secret hardcodé dans le code qui est Our Secret. Donc t'as un secret, tant mieux, et puis même, si t'as pas de secret, ça boot, et même si t'as un secret mais que tu t'es raté dans, je sais pas, une typo, un truc comme ça, tu vas penser avoir fait bien les choses, il va quand même booter et fallback sur un secret faible, reconnu et même public dans le Git. Ça pue. Un deuxième exemple que j'aurais bien aimé voir popper dans le chat, les fragments de Symfony qui de base étaient juste non présents, donc une clé vide, et donc on pouvait générer des objets serialisés et faire péter tout ça. Puis il y a eu des clés dans Symfony, sauf que toutes les clés au début étaient mises en dur une fois pour dire on a changé la clé, et du coup il y a des listes de clés connues qui ont été faites pour continuer à l'RCE. Suite à ça, il y a eu des générateurs de clés, mais qui étaient avec un aléa un peu éclaté, donc les gens ont quand même fait des word lists pour BF l'aléa et quand même péter ce genre de Symfony. Et un plus récent, il y a eu OwnCloud. OwnCloud qui avait un système de PropFine, WebDAV, un système de WebDAV pour le stockage des fichiers,
Et ils avaient une clé de chiffrement, pareil, qui soit était hardcodée, soit était hardcodée à rien. Et du coup, tu le sais pas, c'est là, c'est latent et dommage. Donc, clairement, c'est pas grand-chose parce que c'est là, il faut que ça fonctionne, mais avoir un système avec par exemple, un point env.example et que le framework accepte de booter s'il y a pas les bons, s'il y a les creds par défaut, moi maintenant ça me choque. Et pour vous donner une idée, il y a plein de frameworks où juste en passant un coup de nuclei ou de showdown, on se rend compte que du mot de passe par défaut, c'est le premier mal, quoi. Donc, is ok, mais et bien sûr le session secret qui était utilisé ici. Express, s'il gère des sessions avec un secret, c'est sûrement pour signer des choses ou forger des cookies, donc on pourrait, signer des cookies ou chiffrer du contenu. Donc on peut se dire qu'un secret qui part comme ça dans la nature, même si les identifiants mots de passe sont forts, on pourrait forger un peu ce qu'on veut. J'ai jamais POC sur Express, donc je ne m'avancerai pas quant à la faisabilité, mais a priori, si lui peut forger des choses, il y a de fortes chances que nous on puisse, sauf s'il y a des... plus de partage d'écran, bah oui, bien vu. Merci messieurs. Donc en effet, le fait d'avoir le Express Session qui utilise secret et Session Secret, qui était donc hardcodé dans notre fichier de config à ChangeMe, pourrait clairement être utilisé pour forger des cookies et des choses comme ça. Dommage. Si on continue, il y a quelques endpoints. Comment faire ça? Faire les app.tab. On voit qu'on a principalement, si je fais du tri un peu sale, ces choses-là. Le statique, l'engine de rendering, on a du get sur slash, ok. On a le scoreboard, on a les features d'admin et on a un post qui sert au login ou au submit de flag. Ok. On a fait un peu l'état, c'est ce qu'on voyait à côté dynamique, mais là on sait côté back, on voit qu'il n'y a que ça. Première page d'autante, donc l'index du site. Là on décortique un peu. Et le fait de render directement les pages d'accueil ou pages de connexion. Faire. Scoreboard, on render le scoreboard où on demande de se loguer. Admin poney, c'est là où il y a la vérification de est-ce qu'on est bien admin name et est-ce qu'on est bien logged in. Donc ça veut dire que quelqu'un... Est-ce que vous en pensez quelque chose déjà de cette ligne? Donc là... Oh. Je crois pas que tu puisses t'enregistrer à nouveau avec admin. Je ne pense pas non plus que tu puisses t'enregistrer du fait qu'il n'y ait pas de panel de register. Ouais. S'il y avait eu un panel de register, c'était comme un canal IRC, quelqu'un qui se connecte avant toi, claim ton dashboard et t'es bon pour bon, là il n'y avait pas encore trop de features pour modifier les flags, les choses comme ça, mais celle-là fait que tu peux te faire raise condition et du coup, si t'as pas bien init ta DB. L'interface d'admin, ok. Et donc le post, ça c'est la partie login. Alors, si on n'a pas de login ou pas de password, alors la requête se fait rediriger la page de connexion. Faire. En revanche, si on a bien un login et un password, on passe dans cette chose-là. Donc on voit déjà, on a un système de hash, ok, bien, sans salt, dommage, mais déjà salt ultra fort par rapport à l'époque, donc noise. Et ensuite on nous dit quoi? On nous dit pour chacune des équipes, si mon login est égal à login d'une équipe et le mot de passe est égal au mot de passe d'une équipe, ça peut avancer. Comment j'ai fait pour me faire avoir? Non, c'est pas sur celui-là où je me suis fait avoir. Celui-là, il n'y a pas un problème, mais pour les flags, vous verrez qu'il y a ce genre de comparaison et que ça pose un problème qui est tout autre. Donc là, c'est relativement ok, je trouve. Encore que... il y a moyen, c'est ultra fast, en vrai c'est qu'un if, donc sur du réseau d'internet, il n'y a aucune chance d'avoir un oracle là-dessus, mais vérifier si le login existe, puis si le mot de passe est égal au digest du chat. C'est vrai que le chat est fait avant et pas à cet endroit-là. Sinon, ça fait qu'on aurait pu regarder une différence entre un utilisateur qui existe et n'existe pas, avoir un user oracle, et essayer d'aller tabasser les mots de passe pour les utilisateurs qu'on sait existants. Donc close call, mais ok tiers, je pense. Ok tiers. Et derrière, on dit bien sûr, si on a réussi à avoir le bon mot de passe, enfin le bon chat et le bon login, then notre nom d'équipe devient logged. Au moins c'est 7, on sait qu'on est logged. Et la session courante devient
notre idée de session côté serveur aussi, et on est bien lock en tant que on est connecté. Mm. Sinon, redirige, page de connexion. Donc ça, on a déjà vraiment la partie routing qui aurait pu être mise dans notre fichier à part, qui a pas mal de code redondant, mais c'est OK. C'est OK, mais il y a des choses qui, à mon sens, bon déjà qui m'ont fait perdre du temps parce que je n'ai pas prêté attention. Est-ce que cette chose-là, là, vous embête ? Pas tant en temps sécu, mais plutôt en temps code, maintenabilité et évolution. Cette chose-là. Il n'y a pas de bracket au if. Oui. Ah, toi, tu m'as vu PN ce midi, tu triches. Bah oui, je triche. Ouais, il y a ça, et puis... Alors, je sais pas à l'époque, mais t'as les middleware quand même aujourd'hui qui te permettent d'éviter de checker à chaque fois si le mec il est logué ou pas logué. Complètement. Moi, c'est vrai que là, ce qui me choquait, c'était plus le else sans braces. Et là, les gens vont dire ouais, mais ça va, il y a une ligne, c'est OK. À lire, on a l'impression, normalement, qu'un else sans braces, il n'y a que la première ligne qui est dans le else, mais celui-là, c'est une ligne qui est donc il y a un dict donné, et ça pourrait être une fonction avec un callback ou autre, et donc c'est pas instinctif de voir si c'est une ligne, 3 lignes qui sont dedans, et ça peut clairement poser des problèmes. En particulier, là, si je suis un développeur et que je fais pas gaffe, je code. Bon, bah, je dis, vas-y, super, j'ai ajouté un petit console.log à cet endroit-là. Comme ce midi. Et ce console.log là n'est pas dans le if. Dans l'occurrence, je pense que là, ça pèterait tout court. D'ailleurs, Ça pète parce qu'il y a un else, ouais. C'est ça. Mais s'il n'y avait pas de else derrière, le fait d'avoir juste un if devant et pas de braces fait qu'on aurait pu mettre une ligne, indenter pareil tout bien sa compile, et ne jamais se rendre compte que la condition, elle est fuckée. Donc voilà, braces sur 20 pour ce bout de code et d'autres bouts de code. Mais, coup de chance, il y a pas mal d'outils qui font de l'autofix ou des choses comme ça. Ça peut se patcher vraiment toute une code base d'un coup, ce qui est sympa. Le post. Donc, on repart sur la partie de... Non, celui-là, on l'a déjà fait. On a le slash, c'est add post. Est-ce qu'on a déjà fait un add post ? Non, pas encore. Bah... Ah oui, sur la le login. login. Hein. Ouais. Alors celui-là on l'a fait. Et par contre, ça doit être plus tard la partie gestion de l'idéation des challenges.